La cité d'Amarna est un mystère antique enseveli sous le désert d'Égypte. Elle était immense, avec une population d'environ 50 000 habitants. 3 des plus célèbres pharaons y ont vécu. Akhenaton, Néfertiti et Toutankhamon. Pourtant, elle a disparu peu de temps après sa fondation. On peut voir la cité à la fois comme un projet architectural ambitieux ou la lubie d'un despote fou. Aujourd'hui, des archéologues mènent l'enquête dans les ruines de la cité et étudient tous les indices pour révéler un chapitre sombre de l'histoire égyptienne. Amarna n'a pas disparu toute seule. Il y a peut-être eu une tentative délibérée d'effacer toute trace de son existence. Pour percer les secrets d'Amarna, il faut faire ressurgir la cité perdue. Explorer les sépultures, reconstituer les temples et révéler la vérité sur un pharaon maltraité par l'histoire. L'Égypte est à jamais associée au règne des pharaons. L'Antiquité lui a légué des trésors archéologiques inestimables, d'immenses pyramides, des temples gigantesques et bien d'autres vestiges. Aujourd'hui encore, le désert recèle des secrets. L'un des plus grands est sans doute une métropole abandonnée. Amarna est l'un des plus grands sites archéologiques du monde. Nous avons ici les vestiges de toute une cité antique. Le site archéologique d'Amarna se trouve en Moyenne-Égypte, à mi-chemin entre Luxor et Memphis. Lors de sa fondation, vers 1350 avant notre ère, la cité s'appelait Akhenaton et c'était la capitale de l'Empire. Sous le sable du désert se cachent des ruines antiques sur plus de 130 km². C'est tout ce qu'il reste d'une cité magnifique. À son apogée, Amarna accueillait jusqu'à 50 000 habitants. Au centre, il y avait un palais royal et 2 temples. Un grand complexe religieux occupait une zone de 24 hectares. Mais pourquoi la cité a-t-elle disparu pendant plus de 3000 ans? Et quels secrets se cachent dans ces ruines? Anna Stevens étudie cette métropole disparue. Sa naissance et sa chute sont l'une des grandes énigmes de l'Égypte antique. Amarna est né de la vision d'un pharaon énigmatique, Akhenaton, le père de Toutankhamon. La superficie de cet endroit est gigantesque. Nous sommes à la limite nord de la cité antique d'Amarna. Quand on regarde de ce côté, on voit le Nil. Le fleuve était la source de vie pour les anciens Égyptiens. À l'origine, la cité s'étendait des rives du fleuve aux falaises à l'est. Pourtant, le nom d'Amarna n'apparaît presque jamais dans les archives officielles de l'Égypte. Les falaises voisines racontent l'histoire de sa création. Anna Stevens retrouve son confrère Hamada Kelaoui. Ensemble, ils déchiffrent une stèle gravée dans la roche. C'est le marqueur d'une limite, ce qu'on appelle une stèle frontière. Il y en a 15 de ce type tout autour de la cité d'Amarna. Une immense statue d'Akhenaton se dresse près de la stèle. Elle révèle que le pharaon a fondé la cité quelques années après le début de son règne. Avant même la fondation de la cité, il a fait graver des stèles frontières dans le paysage. C'était la première étape pour s'approprier cette zone. Ces marqueurs forment un large cercle de part et d'autre du Nil. Ils délimitent le territoire de la cité. Ils décrivent aussi ses principaux bâtiments.
Les hiéroglyphes racontent qu'Akhénaton les a fait construire pour Aton, le dieu solaire. Il donne clairement sa vision pour la nouvelle cité. Il fait la liste des monuments qu'il va créer pour le disque solaire et tout ce qu'il va lui consacrer. Un très grand nombre d'édifices sont dédiés à Aton. La stèle dresse la liste des grands bâtiments qu'Akhénaton veut ériger pour le dieu du soleil. Il parle du grand et du petit temple d'Aton. Et il dit aussi vouloir faire construire une série de temples du soleil pour les femmes de la famille royale à Amarna. Le dieu a besoin de terre parce qu'il faut des champs et de l'agriculture pour alimenter le culte religieux. Il prévoit de construire des maisons, des temples et de cultiver des champs, tout ce qui compose une cité. Pour les Égyptiens, Aton est le dieu créateur. Il apparaît dans le ciel sous la forme du disque solaire. C'est grâce à lui que les hommes vivent sur terre, les poissons dans la rivière et les animaux dans la montagne. Aton est la source de toutes les formes de vie. Les hiéroglyphes retranscriraient au mot près les paroles d'Akhénaton. Le pharaon s'autoproclame le fils du disque solaire et affirme que le dieu a choisi l'emplacement de la cité. Il dit qu'Aton l'a guidé jusqu'à cet endroit. L'autre détail fascinant, c'est qu'il précise que ce territoire n'a jamais été dédié à aucun dieu. Donc c'est une terre vierge. On retrouve la même inscription sur les autres stèles. Bien sûr, c'est important de voir qu'il répète cette déclaration sur les 14 autres stèles frontières. Il veut imprimer sa vision pour Amarna dans le paysage. Cette cité au milieu d'un désert brûlant est idéale pour le dieu du soleil. Mais pourquoi le pharaon ne s'est-il pas contenté d'un temple? Un indice se trouve 8 km à l'est, dans un site funéraire. Enseveli sous les pierres et les gravats, un tunnel s'enfonce dans la montagne. Tout au bout, une chambre abrite les fragments d'un immense sarcophage décoré. C'est le tombeau d'un personnage de haut rang, mais la momie a disparu et les inscriptions sur les murs sont trop abîmées pour révéler l'identité du défunt. Dans une autre chambre, on a trouvé une plaque encore intacte. Sous l'image du dieu Aton, on voit deux personnages, Akhénaton et une femme. C'est peut-être une piste pour comprendre la naissance de la cité. Anna Stevens explore le tombeau où le pharaon est représenté sur presque chaque mur. Dans les tombes des Égyptiens, on a généralement le portrait du défunt. Ce motif est très endommagé, mais on voit que c'est Akhénaton. Il se tient à côté du dieu du soleil et il est baigné par ses rayons. Un personnage féminin accompagne le pharaon sur presque toutes les gravures. Derrière lui, il y a une autre silhouette dont il ne reste plus grand-chose malheureusement. Mais sa proximité avec le souverain laisse penser que c'est un membre de la famille royale. Et on voit clairement que c'est une femme. En déchiffrant les inscriptions, on apprend que c'est Néfertiti, la grande épouse royale d'Akhénaton. Ce cartouche donne le nom du personnage. On a clairement le nom de Néfertiti. Littéralement, la belle est venue. Donc le personnage à côté du pharaon, sous les rayons d'Aton, est Néfertiti. Oui. Ces représentations sont étonnantes. Symboliquement, Néfertiti est presque aussi puissante que son époux. Le personnage central est Akhénaton. C'est lui le plus grand et le plus proche d'Aton. Bien sûr, il est le chef de famille, il règne sur la cité et sur toute l'Égypte. Mais on voit que Néfertiti est presque aussi grande que lui. Comme son époux Akhénaton, elle est à moitié divine. La chambre funéraire représente les enfants royaux, et notamment le plus célèbre d'entre eux.
Ce dessin semble dire que la princesse Maketaton est morte en couche. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi un bébé. Et certains experts pensent que c'est Toutankhamon. On a la princesse allongée sur son lit et la famille royale qui pleure sa mort dans des scènes très émouvantes. On reconnaît Néfertiti avec sa couronne plate en haut, juste derrière Akhenaton. Il se penche sur le corps de la princesse. C'est la mise en scène d'un drame qui a touché la famille royale. On a rarement ce type d'image familiale émouvante dans l'Égypte ancienne. C'est peut-être la première représentation du célèbre roi enfant. L'identité de la mère de Toutankhamon a toujours fait débat. Une autre théorie suggère que le bébé symbolise l'âme de la princesse qui s'envole vers l'au-delà. Ce tombeau laisse penser que la cité abandonnée d'Amarna est un projet familial. La plupart des pharaons de la période du Nouvel Empire se sont fait inhumer dans des tombeaux individuels. Celui d'Amarna est différent. Nous pensons qu'Akhenaton n'est pas le seul à y avoir été enterré. Il y aurait aussi une princesse royale et peut-être la mère du pharaon. On a aussi une très grande suite de chambres secondaires qui ont l'air d'avoir été conçues pour accueillir la reine Néfertiti. Akhetaton, voulu par Akhenaton, n'est pas une cité comme les autres. En 1350 avant notre ère, elle est censée être la nouvelle capitale de l'Empire et le lieu de résidence de la famille royale. Le tombeau évoque aussi une histoire mouvementée. Les chambres funéraires n'ont pas été achevées et de nombreuses inscriptions ont été délibérément effacées. On sait qu'un personnage célèbre n'est pas enterré ici, Toutankhamon. Son tombeau était dans la vallée des rois à Luxor. Il y a un point d'interrogation sur l'endroit où Néfertiti a été inhumée. La suite de chambres funéraires qui semble avoir été prévue pour elle est inachevée, donc son corps n'a sans doute pas été déposé là. Akhetaton est une énigme. Pourquoi le pharaon a-t-il déplacé sa famille et la capitale de son empire si loin des autres cités? Et pourquoi a-t-elle été abandonnée? Les archéologues passent le site d'Amarna au peigne fin. Anna Stevens et Amada Kelawi cherchent d'autres indices sur le site archéologique. C'est vraiment magnifique. On voit les colonnes et juste derrière le wadi, la rivière. Le soleil brille entre les colonnes le matin. Oui. Akhetaton est la seule cité d'Égypte dédiée à un dieu unique, celui du soleil. Loin des temples officiels, on trouve cependant les traces d'autres cultes, sans doute plus secrets. Les citoyens vivaient dans les faubourgs, avec leurs ruelles et leurs petites maisons très proches les unes des autres. Elles étaient en briques crues et recouvertes de peinture blanche. Tout près, il y a une petite chapelle, également en briques crues, avec à l'intérieur des bancs pour les fidèles. D'un côté, un autel célèbre deux divinités traditionnelles, Isis l'astucieuse et Shed le sauveur. Ce lieu de culte est à l'écart, comme s'il était caché. Pour Hayden Dodson, la cité est née d'une révolution politique et religieuse. Amarna est l'œuvre d'un seul homme. La cité n'aurait pas existé sans la ferveur et la volonté d'Akhenaton. À plusieurs centaines de kilomètres, Thèbes, la capitale traditionnelle, livre quelques indices.
Hayden Dodson explore le complexe religieux de Karnak. Ce temple est dédié au plus grand dieu de l'époque, Amon. Par endroits, les inscriptions sont difficiles à lire et ce n'est pas un hasard. Quand je regarde ces textes, je vois de nombreux mots qui ont été délibérément effacés. Et je pense qu'il s'agissait du nom du dieu Amon. Ce lieu sacré aurait été vandalisé sur ordre d'Akhénaton. Clairement, Akhénaton a envoyé des émissaires dans toute l'Égypte pour faire disparaître le nom et le titre d'Amon partout où il apparaissait. Akhénaton a tourné le dos aux anciennes divinités. Ce qu'il a fait est clairement une révolution. Elle venait d'en haut, mais c'était bien une révolution. Elle se traduit sur le plan religieux, mais aussi artistique et linguistique. Tout a changé, c'est l'année zéro. Pendant près d'un millénaire, les Égyptiens ont vénéré environ 2000 divinités différentes. Il y avait notamment Anubis, le dieu funéraire à tête de chacal, Thoth, le dieu de la lune, et le puissant Amon, le roi des dieux. Akhénaton les a tous effacés pour les remplacer par un seul dieu, représenté sous la forme d'un disque solaire. Aton règne désormais sur toute l'Égypte, à travers son représentant sur Terre, son fils, le Pharaon. Anna Stevens se demande comment le souverain a imposé sa volonté à l'Empire depuis sa nouvelle capitale. Elle se rend dans les tombeaux de la noblesse. De nombreuses chambres funéraires sont encore très bien conservées. Dès qu'on entre dans le tombeau, on voit ce personnage paré de ses plus beaux atours. Cet homme s'appelait Mari-Ra. Il occupait une fonction de premier plan à Amarna, parce qu'il était le grand prêtre du culte d'Aton. À l'époque, il devait être beaucoup plus influent que les autres prêtres d'Égypte, dont les temples avaient souvent été fermés. Mari-Ra est l'un des plus proches conseillers du pharaon. Il joue sans doute un rôle clé dans la naissance de la nouvelle cité. Très clairement, Akhénaton voulait que l'infrastructure nécessaire au culte d'Aton soit opérationnelle au plus vite. Pour cela, il a compté sur le soutien de personnes comme Mari-Ra et des hauts responsables de l'Empire qui l'ont suivi à Amarna. On ne peut pas savoir s'ils l'ont fait par choix ou par obligation, mais une chose est sûre, le pharaon dépendait d'eux pour faire fonctionner la cité. Les prêtres exerçaient un grand pouvoir sur la société de l'époque. Ils avaient souvent droit à des tombeaux magnifiques, à la hauteur de leur statut social. Pourtant, cette chambre funéraire est différente. Normalement, en Égypte, les hauts responsables du régime décoraient leurs tombeaux avec des images à la gloire de leur vie et de leurs exploits. Mais à Amarna, on voit le défunt relégué à l'arrière-plan. Toute l'attention est concentrée sur le roi, la reine et Aton. Néfertiti et Akhénaton sont au premier plan. Eux seuls se trouvent sous le dieu solaire. Ici, on voit Mari-Ra dont le rôle se limite à seconder le pharaon qui est en train de vénérer Aton. Il tend des offrandes au pharaon. Le souverain voulait qu'on se focalise sur le culte d'Aton et sur sa propre relation privilégiée avec le disque solaire. Néfertiti et Akhénaton imposent leur volonté en Égypte. Il est impossible de contester leur autorité. Les prêtres et les divinités ne peuvent rien contre eux. Les pharaons sont tout-puissants. Ils commandent des monuments à leur mesure et sont vénérés comme des dieux vivants. Akhénaton se démarque. Son rejet des dieux traditionnels est un acte radical et unique qui passionne les archéologues.
C'est très difficile de comprendre les motivations d'Akhénaton et sa dévotion totale au dieu solaire. Mais on sait que dans les années précédant son accession au trône, il y a eu une montée en puissance du culte du soleil, notamment sous le père d'Akhénaton, Amenhotep III, qui s'y est beaucoup intéressé. Donc, d'une certaine façon, la ferveur d'Akhénaton n'est pas arrivée de nulle part. Mais on a beaucoup de mal à savoir exactement pourquoi il est allé si loin dans le culte d'un dieu unique. Amarna est l'épicentre d'une révolution religieuse dont l'onde de choc se répercute dans toute l'Égypte. Akhénaton a commis un anathème. Il a remis en cause l'ordre du monde. C'était impensable de nier l'existence des autres dieux pour se focaliser sur un seul. Ça a forcément bouleversé la vision du monde qu'avaient les Égyptiens. La fondation d'Amarna marque l'avènement d'une nouvelle ère, et c'est un geste politique fort. Le chantier est terminé en quelques années, preuve de la détermination du pharaon. Pour un projet d'une telle ampleur, il faut mobiliser plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers. Ils bâtissent la nouvelle capitale voulue par le pharaon Akhénaton et son épouse Néfertiti. Le plan de la cité est dessiné avec soin. Il n'est pas le fruit de son évolution naturelle au fil du temps. Amarna est sans doute le meilleur exemple de planification urbaine qu'on ait dans l'Égypte antique. Les autres capitales égyptiennes, Luxor et Memphis, se sont développées sur des siècles, voire des millénaires. À chaque fois, la construction des palais et des temples a duré plusieurs décennies. Par exemple, il a fallu 20 ans pour bâtir la grande pyramide de Gizeh. Amarna est sorti du sable en quelques années. Ses ingénieurs ont réussi un exploit. Hamada Kelaoui tente de comprendre comment. Il est chargé de la protection du site archéologique. Il connaît parfaitement Amarna et il scrute le désert à la recherche de nouveaux indices pour mieux comprendre son histoire. Dans les dunes, il reste de nombreuses rangées de murs en ruine. C'était le village des ouvriers. Les rues sont rectilignes sur un axe nord-sud. Et on voit que les habitations étaient très rudimentaires. Ces quartiers montrent que la majeure partie d'Amarna a été construite à partir de matériaux locaux. Dans le village des ouvriers, les murs sont en briques crues. Les ouvriers ont pris de l'argile dans le Nil. On a aussi de l'argile plus rouge qui vient des environs. L'architecture des logements est simple. Mais même pour les bâtiments grandioses, en pierre, les travaux ont été menés à une vitesse étonnante. Un immense temple domine la cité. À l'intérieur de son mur d'enceinte, un espace de 160 000 mètres carrés peut accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ces 6 portes culminent à plus de 27 mètres. Le temple n'a pas de toiture. Les fidèles reçoivent directement les rayons du dieu solaire. Dans la cour, près de 1000 tables en pierre reçoivent les offrandes dédiées à Aton. C'est un temple gigantesque. Comment a-t-il été érigé aussi rapidement? Aujourd'hui, il ne reste que des fragments de pierre taillés, éparpillés dans le désert. Les égyptologues se penchent sur la cité de Thèbes qui pourrait fournir des pistes sur Amarna. Le règne d'Akhénaton commence vers 1355 avant notre ère. Depuis plusieurs millénaires, les pharaons bâtissent leurs temples et leurs palais à Thèbes. Tayeb Mohamed étudie ce site très riche. À l'époque, Thèbes était la capitale politique et religieuse de l'Égypte. C'était l'une des plus grandes villes du monde. Akhénaton se serait inspiré de Thèbes pour son projet.
Tayeb Mohamed explore le temple de Luxor, au cœur de la cité. Les édifices qui datent du règne d'Akhénaton avant son départ pour Amarna n'existent plus. Mais il reste des blocs de pierre entassés de l'autre côté de l'enceinte du temple. Leur apparence frappe l'égyptologue. Ces blocs de pierre ressemblent beaucoup à ceux qui datent de la période amarnienne. C'est le même type de fabrication que pour les tombeaux d'Amarna, où on voit des images du couple formé par le roi Akhénaton et sa reine Néfertiti. Ces blocs ont été taillés quelques années avant le début des travaux à Amarna. La représentation du visage est la même qu'à Amarna. Sa forme et celle des yeux sont identiques. Les yeux, le menton et la coiffe sont caractéristiques de l'époque amarnienne. Ces blocs sont les vestiges d'un temple dédié au dieu solaire. C'était l'un des tout premiers bâtiments commandés par Akhénaton. En étudiant les blocs de plus près, on remarque un autre détail intéressant. Ils sont plus petits que les autres à Thèbes. On voit la différence entre ceux d'Amarna, sous le règne d'Akhénaton, et ceux de la période du Nouveau Royaume, qui sont immenses. Ces petits blocs sont appelés talatat. Ils font 3 fois la largeur d'une main. La talatat a été inventée beaucoup plus tôt en Égypte et à l'époque d'Akhénaton, elle est déjà dépassée. Pourtant, les architectes du pharaon ont choisi cette option. Azab Hamdan utilise des outils modernes, mais avec la même technique que les anciens Égyptiens pour fabriquer une talatat. Il constate que c'est rapide et facile. 1 heure pour faire un bloc. Petit, ça va plus vite. Et plus léger. Le choix de blocs plus petits aurait donc accéléré la construction d'Amarna. Akhénaton a ainsi pu réaliser ce projet fou qui est l'un des plus ambitieux de l'histoire égyptienne. Vers 2580 avant notre ère, soit plus de 1200 ans avant Amarna, les Égyptiens ont commencé la construction de la grande pyramide de Gizeh. Chaque bloc de pierre a dû être tiré par de très nombreux ouvriers. Les architectes d'Akhénaton optent pour une autre méthode, celle des talatat, beaucoup plus petites. Elles peuvent être portées par un seul ouvrier. Cette simplification de la construction permet de faire sortir une cité du sable en 3 ans seulement. Amarna est un projet d'ingénierie exceptionnel pour l'époque. L'ampleur du chantier rivalise avec la pyramide de Khéops, dont la construction a duré 20 ans. Avant l'installation d'Akhénaton, il n'y avait que le désert. Plusieurs milliers de personnes ont été mobilisées pour ce projet gigantesque. On a du mal à imaginer ce qu'il a fallu faire pour créer une ville à partir de rien en quelques années. Akhénaton fonde une métropole avec un palais royal luxueux où il vénère le disque solaire. Mais l'envers du décor est bien plus sombre. À son heure de gloire, Amarna, ou Akhétaton comme on l'appelait à l'époque, est une cité magnifique. Mais sa construction très rapide a eu un coût humain immense. Anna Stevens explore un site particulier découvert dans les anciens faubourgs. Dans le désert, en lisière de la partie est d'Amarna, on trouve 4 grandes nécropoles où sont enterrées plusieurs milliers de personnes.
Ces tombes donnent un aperçu de la vie du peuple. Amarna est très importante parce qu'on peut voir le plan de toute une cité antique. Elle n'a été habitée que pendant une génération, il y a plus de 3000 ans. On sent la cité. On a une idée de ce que les gens vivaient. Une fois la phase de construction terminée, il faut peupler la ville. Le pharaon fait donc venir plusieurs dizaines de milliers d'Égyptiens dans la cité qu'il vient de créer de toutes pièces. Ceux qui l'ont suivi à Amarna ont dû quitter leur vie d'avant et leur métier pour accompagner le pharaon dans sa nouvelle cité. L'impact social a été immense. Ça a totalement bouleversé la vie des habitants de la période amarnienne. Les premiers habitants d'Amarna se retrouvent au milieu du désert, loin de leur ville d'origine et de leurs habitudes. Leur vie a changé. À l'époque, les gens grandissaient sans doute tout près de l'endroit où leurs ancêtres étaient enterrés. Et là, ils ont été brutalement déracinés. Ils ont dû se reconstruire une vie dans une nouvelle ville au milieu de nulle part. Si Akhenaton, Néfertiti et leurs courtisans mènent une vie luxueuse, les tombes et leurs sujets montrent une autre facette de l'époque. Plusieurs milliers de corps ont été enterrés près d'Amarna. Environ 200 tombes ont déjà été mises au jour. Et les défunts ont été inhumés à la hâte, parfois à plusieurs dans la même tombe. Les rites religieux n'ont pas été respectés. Les morts n'ont pas d'objets funéraires à côté d'eux pour les accompagner dans l'au-delà, et ils sont enroulés dans de simples nattes en jonc. Détail intriguant, les squelettes sont petits. Les défunts auraient presque tous moins de 20 ans. Dans son laboratoire de l'Université du Sud de l'Illinois, Gretchen Daps étudie les ossements pour en savoir plus sur la santé et la vie quotidienne de la population. Là, on a un garçon de 6 à 8 ans qui avait de l'arthrose aux pieds. On le voit à l'aplatissement des bords, aux endroits où les deux os se touchent. La découverte d'un enfant si jeune souffrant d'arthrose est étonnante. Aujourd'hui, c'est une maladie associée à la vieillesse. Cet enfant avait de l'arthrose au genou. La cause probable de cette maladie, chez des personnes aussi jeunes que les morts du cimetière du Nord, c'est un travail de force, très physique, commencé à un très jeune âge. Parmi les 200 enfants et adolescents du cimetière, beaucoup étaient dénutris. Presque tous les squelettes d'Amarna présentent des fractures graves. Gretchen Daps compare un échantillon d'os récent avec les radios des ossements du cimetière. L'une des blessures les plus courantes chez les squelettes du cimetière du Sud est la fracture de compression. Les os sont tellement comprimés les uns sur les autres qu'ils finissent par se briser. Ici, on voit que la vertèbre supérieure pénètre dans celle du dessous. Ces blessures révèlent le sort subi par les ouvriers. Nous interprétons ces traces comme la preuve qu'ils devaient porter des charges extrêmement lourdes. Il est possible qu'ils aient travaillé dans des carrières de pierre, qui étaient situées dans les falaises, juste au-dessus du cimetière du Nord. Ils ont aussi été maltraités après leur mort. Les rites funéraires n'ont pas été respectés. Depuis toujours, les pharaons emploient des ouvriers qualifiés pour bâtir leurs pyramides. Loin d'être des esclaves, ils sont bien traités, y compris après leur mort. Ceux qui ont bâti la grande pyramide de Gizeh reposent dans de vrais tombeaux en briques crues, auprès de leur pharaon Khéops. Les sépultures sont individuelles. Les corps sont enveloppés dans du lin et tournés vers le soleil levant, à l'est. À leur côté, des couteaux, des amphores de bière et du pain sont déposés pour leur voyage dans l'au-delà.
C'était différent à Amarna, où les ouvriers se sont tués à la tâche. La désinvolture avec laquelle les corps ont été enterrés dans le cimetière du Nord laisse penser que ce n'est pas leur famille qui s'en est occupée. Ça a dû être fait à la va-vite, de manière mécanique. La brutalité qui a entouré la construction d'Amarna ne cadre pas avec l'image d'une cité glorieuse défendue par Akhenaton. Les ouvriers sont mal nourris et meurent très vite parce que le pharaon veut réaliser son rêve sans attendre. Il a fallu entre 10 et 15 ans pour bâtir l'ensemble de la cité. Ça a donc nécessité une main-d'œuvre incroyable avec plusieurs milliers d'ouvriers pour travailler sur ce chantier monumental voulu par Akhenaton. Leur vie devait être très pénible. Les premiers habitants d'Amarna sont les ouvriers du site. Des hommes, des femmes et des enfants ont été sacrifiés pour satisfaire le pharaon. C'est très difficile de reconstituer l'expérience des habitants de la ville. Il faut sans doute les voir comme de simples rouages d'une grande machine qui n'avait qu'une seule fonction, donner corps à la vision du roi pour le culte d'Aton. Comment expliquer la précipitation du pharaon ? La réponse pourrait-elle expliquer pourquoi Amarna a disparu brutalement ? À la mort du pharaon, la métropole a été abandonnée. Amarna est un site archéologique particulier. Il a été occupé pendant une seule génération. Donc il nous offre un instantané dans l'histoire égyptienne. Akhenaton règne pendant 17 ans. Peu après sa mort, le trône d'Égypte revient à son unique fils, qui s'appelle alors Toutankhaton. Le jeune pharaon sera enterré très loin du tombeau de son père, dans la vallée des rois, qui est le site funéraire traditionnel des pharaons de cette période. Selon Hayden Dodson, la chute d'Amarna est due à l'héritier d'Akhenaton. Il mène l'enquête dans le temple de Luxor. Le style de ce bas-relief est caractéristique de la période où Toutankhamon était au pouvoir. Il a une certaine élégance et un grand naturalisme. Pendant son règne, Akhenaton a fait fermer les temples de Thèbes pour bannir les anciennes divinités. Ces inscriptions montrent que son fils les a rouverts. En prenant le nom de Toutankhamon, le jeune pharaon a donc renié son père. Sur cette scène, on voit Toutankhamon à gauche qui fait une offrande à Amon à droite. Ça montre clairement que le pharaon a rejeté la religion de son père. Toutankhamon rétablit Thèbes comme capitale de l'Empire et lance une contre-révolution. Une rangée de sphinx témoigne du retour des anciens dieux. À l'origine, les sphinx de Luxor ont la tête d'Akhenaton et de son épouse Néfertiti. Après la mort du pharaon, les statues sont déplacées et modifiées. Les têtes humaines sont enlevées et remplacées par un bélier, le symbole du dieu Amon. Une statuette de Toutankhamon est ajoutée sous la tête, ainsi que son nom au pied des sphinx. Le propre fils d'Akhenaton a détruit son rêve. Est-ce la raison de l'abandon de la cité d'Amarna? Hayden Dodson a trouvé des indices dans un décret officiel de Toutankhamon. On découvre que le pays traverse alors une période de crise. Il commence par un passage qui décrit la gravité de la situation. Il explique que les temples ont perdu leurs revenus, qu'ils tombent en ruine et qu'en conséquence, les dieux sont mécontents. Des tablettes d'argile découvertes à Amarna vont dans le même sens.
Elle révèle que sous le règne d'Akhénaton, l'Égypte a perdu ses alliés. Pour la population, il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Les dieux bannis étaient en colère. Pour les Égyptiens, ça devait être le chaos. Ils avaient toujours vénéré de nombreuses divinités. L'idée d'un pharaon croyant en un dieu unique a dû être totalement incompréhensible. En accédant au pouvoir, Toutankhamon semble donc avoir trahi son père. Mais pour Hayden Dodson, un détail ne colle pas. À l'époque de cette décision, Toutankhamon n'a que 9 ans. Il était encore enfant quand il est monté sur le trône et il est mort à la fin de l'adolescence. Donc les décisions politiques devaient être prises par ceux qui géraient les affaires de l'Empire pour ou avec lui. La décision de renier l'héritage d'Akhénaton viendrait d'une autre personne de haut rang. L'enquête mène l'archéologue de l'autre côté du Nil, sur la rive ouest de Luxor. Les tombeaux de plusieurs centaines de notables de l'époque sont creusés à flanc de montagne. L'un d'eux est d'ordinaire inaccessible. Hayden Dodson a eu l'autorisation d'y entrer. Il s'intéresse aux inscriptions sur les murs. Nous sommes dans la chapelle funéraire d'un prêtre appelé Pahiri. Grâce à un graffiti, on sait que le tombeau a été creusé juste après la mort d'Akhénaton. On apprend aussi qu'un autre souverain a régné avant Toutankhamon. Et son identité est une surprise. Ça date de l'an 3 du règne du roi Néfer-Néferwaten. On est quasiment sûr qu'il s'agit de l'ancienne reine Néfertiti, l'épouse d'Akhénaton. Néfertiti aurait donc pris le pouvoir après la mort du pharaon, peut-être pour faire office de régente pour son fils encore enfant. Le texte sur le mur dit que la nouvelle souveraine et son grand prêtre vénèrent le dieu Amon. C'est ce qui me passionne dans ce tombeau. La majeure partie du texte est une prière à Amon. On voit donc qu'en l'an 3 du règne de Néfertiti, Amon était revenu. Cette inscription a été laissée dans les 3 ans qui ont suivi la mort d'Akhénaton. C'est Néfertiti qui n'a pas été loyale à son mari et à son dieu unique, Aton. Elle a restauré le culte d'Amon. L'idée qu'Amon retrouve sa place sous le règne de la propre épouse d'Akhénaton semble incroyable. Et je suis sûr qu'il s'est retourné dans son sarcophage. La révolution politique et religieuse d'Akhénaton a donc été annulée par sa femme et son fils. Ont-ils pour autant quitté Amarna? En étudiant le site, les archéologues ont trouvé les traces d'une véritable campagne de destruction. Amarna était née de la volonté d'un seul homme. À la mort d'Akhénaton, sa propre famille, Néfertiti et Toutankhamon, ont rétabli les anciennes divinités. La cité aurait pu lui survivre. Pourtant, elle a sombré dans l'oubli, engloutie par les sables du désert. Hayden Dodson poursuit ses recherches à Thèbes. Cette ville avait perdu son rôle de capitale sous Akhénaton, mais l'a retrouvée avec Néfertiti. Dans le complexe religieux de Karnak, un pylône pourrait livrer des indices. Ces 2 tours ont été érigées après la disparition d'Amarna. Ce pylône est très abîmé, mais l'avantage, c'est qu'on peut voir les blocs de pierre utilisés pour combler l'intérieur de la structure. Entre les murs, il y a des talatates, ces petits blocs qui ont servi à la création de la cité d'Amarna.
Ça signifie qu'à l'époque de la construction de ce pylône, les édifices commandés par Akhénaton à Karnak avaient déjà commencé à être démolis et qu'ils étaient recyclés, comme ici. Le démantèlement des temples par les générations suivantes est fréquent dans l'histoire égyptienne. Les pharaons ont toujours voulu de grands monuments à leur gloire. Le recyclage des matériaux était une méthode rapide et bon marché. Pourtant, la démolition des édifices d'Akhénaton va beaucoup plus loin. Voilà un autre bloc issu du temple d'Akhénaton. On dirait que l'un des noms du roi a été effacé. Il s'agit d'une dégradation délibérée. Quand le nom d'une personne est supprimé, ça veut dire qu'elle n'était pas aimée par les générations suivantes. Akhénaton n'a pas seulement été oublié, il a aussi été renié par ses successeurs. Ce qui explique pourquoi sa cité a presque disparu. Après lui, les grands prêtres retrouvent leur pouvoir et l'armée reprend sa place pour protéger les intérêts égyptiens à l'étranger. Les anciens temples sont rouverts et les fidèles peuvent vénérer les divinités d'autrefois. À Amarna, les temples dédiés aux disques solaires sont démontés bloc par bloc et les talatates sont détruites. Dans le tombeau royal d'Akhénaton, les images du pharaon sont volontairement abîmées. Toute l'histoire est réécrite. Aidan Dodson étudie un texte provenant d'une tablette écrite 40 ans après la mort d'Akhénaton. On découvre l'ampleur de la campagne menée contre lui. On a une liste des rois d'Égypte, avec tous les grands noms qu'on connaît. Mais quand on regarde la dernière partie de cette liste, on ne voit ni Akhénaton, ni Toutankhamon. Donc, quelques années après leur mort, ils n'apparaissent plus dans l'histoire. Et selon les listes officielles, ces deux pharaons n'ont pas existé. Les pharaons suivants considèrent Akhénaton comme un hérétique. Son règne et sa révolution religieuse sont un chapitre honteux qu'il faut oublier. Ils veulent effacer toute trace de son règne et de sa famille. Pendant plusieurs millénaires, ils y parviennent. Si on considère Amarna comme une expérience, c'est un échec. La vision d'Akhénaton, qui voulait consacrer le culte solaire, s'est éteinte avec lui. Amarna a été abandonnée. La fin de l'histoire est ironique. Aujourd'hui, la cité d'Akhénaton est reconnue comme un exploit technique. Son fils est connu dans le monde entier. Le problème d'Akhénaton, c'est qu'il a voulu tout changer. Donc, il n'a pas rempli sa fonction de pharaon, qui consistait à maintenir l'ordre établi. C'est pour cette raison qu'il a été effacé de l'histoire juste après sa mort. Jusqu'au XIXe siècle, on n'avait aucune trace de son existence. Mais bien sûr, depuis, loin d'être un pharaon oublié, il est devenu l'un des plus célèbres. Les archéologues continuent à assembler les pièces du puzzle d'Amarna. Cette cité raconte l'un des chapitres les plus mouvementés de l'histoire égyptienne. Ses temples et ses palais révèlent la vision d'un souverain tout-puissant qui a sacrifié son peuple au nom de la religion. Amarna a été un échec, mais l'héritage d'Akhénaton est sorti du sable et de l'oubli.